ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme vous avez bien dit, on est passé effectivement d'un a priori presque exclusivement négatif à aujourd'hui un a priori, très, très fortement positif, mais on n'est pas sorti d'a priori. Et donc, en fait, pour sortir de l'a priori, on a besoin effectivement d'entrer dans la matière même des films, des créations. Donc, de manière assez heureuse, on a un accès direct aux films lorsqu'ils sont édités, lorsqu'ils sortent en salle, les vidéogrammes sortent, les livres sont traduits, etc. Mais c'est très difficile d'avoir accès à l'autre côté. Alors moi, je vous avoue que lorsque on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui à vos côtés, il y a quelque chose qui reste un petit peu paradoxal, effectivement. Donc je ne suis pas certain de pouvoir répondre à des attentes qui sont celles, peut-être, que j'ai essayé de formuler dans cet intitulé, sachant effectivement l'importance quantitative du domaine japonais en animation d'un côté, en bande dessinée de l'autre. C'est tout simplement un des plus gros producteurs, si ce n'est le plus gros producteur en termes purement quantitatifs, à travers les décennies. Et donc effectivement, d'une manière très, très simple, au-delà de, ça rappelle un petit peu la germination des plantes. C'est-à-dire qu'une vie ne peut pas suffire à suivre le débit de ce qui est produit au Japon. C'est simple. Au Japon, on produit depuis le début des années 2000, on produit entre les années basses entre 20 et 45 longs métrages par an. Donc ça, c'est pour le cinéma. Il y a une production vidéo, il y a une production télévisée qui est à chaque instant T, vous avez plus d'une centaine de séries qui sont produites et diffusées en parallèle au Japon. Et donc effectivement, matériellement c'est impossible pour un individu de suivre, d'être exhaustif. Ça, c'est pas la peine, et la bande dessinée n'en parlons pas. La bande dessinée, pareil, a des rythmes, effectivement, il y a des volumes il y a une consommation des récits au Japon qui est vertigineuse. Et donc on est condamné à une sorte de choix en réalité. Il y a des observateurs japonais qui sont très, très forts pour essayer de s'organiser collectivement pour documenter cette production, notamment par exemple à l'époque où les magnétoscopes commençaient à sortir, des gens qui s'organisaient pour travailler en groupe, et puisque les productions étaient diffusées en parallèle à la même heure sur différentes chaînes pour se répartir, le fait d'enregistrer, par exemple, de capter les génériques pour savoir qui est derrière quoi, etc. Et là non plus, une personne seule ne pouvait pas faire face. Mais, et donc il faut s'appuyer sur effectivement les travaux des observateurs japonais. Il faut idéalement aller donc avoir accès aux sources de première main. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, j'écoutais donc vous avez sur l'œuvre de Frédéric Bach et cette dimension éthique. Et je ne résiste pas à l'attention, j'ai retrouvé dans mon ordinateur une photo que j'ai prise. Frédéric Bach en fait a été en contact avec certains enseignants de l'université d'art de Tokyo où j'ai enseigné jusqu'à ce printemps, et ils lui ont demandé de faire un dessin pour les étudiants. Et donc je vous le partage. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'était en, je ne sais plus quelle année, je pense 2009. Vous voyez, il a écrit en anglais pour être intelligible aux étudiants. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important là, dans la deuxième partie du message, qui est You may change the destiny of the world by your art and your work. Donc, vous avez la possibilité de changer la destinée du monde à travers votre art et votre travail. Et là, on est confronté, alors je suis complètement hors sujet, excusez-moi, par rapport à ce qu'on m'a demandé, mais il y a deux écoles par rapport à ça. Il y a les gens qui considèrent que l'art ne peut pas changer le monde, parce qu'une œuvre d'art, après tout, elle existe en tant que telle. Et puis il y a ceux qui considèrent que une œuvre d'art peut changer le monde, parce qu'effectivement, elle va changer les mentalités, elle va exercer une influence sur son spectateur, celui qui la reçoit, et par ricochet, avoir effectivement, donc indirectement, une influence. Et clairement, Frédéric Bach fait partie de la deuxième école, et je lui trouvais que c'était bien de partager ça, donc on commence. Voilà. Alors, revenons au sujet. Pour moi, en tout cas, ce qui m'a été confié. Donc, il faut commencer, je pense, par se poser des questions de l'ordre de la terminologie. Alors, je vais essayer d'être un petit peu intelligible. Alors, oui, tout ça pour dire, avant même de commencer, je pense qu'on va garder un temps assez important à la fin pour pouvoir échanger. Moi, je voudrais pouvoir répondre de manière ponctuelle à différentes demandes que vous pouvez avoir, parce que, de manière très simple, lorsqu'on veut évoquer les points de contact entre deux continents, c'est de ça qu'il s'agit, 1 heure, 2 heures n'y suffisent pas. Soyons clairs, on va pas, je ne veux pas pouvoir vous faire une culture de ces sujets-là dans un temps aussi court. Il faudrait plusieurs ouvrages assez volumineux, et donc on est condamné à une forme de survol. Et si on a l'envie, effectivement, comme l'a bien détaillé Xavier tout à l'heure, de sortir des a priori et d'essayer de comprendre
de construire une compréhension effectivement qui colle à la réalité de ce que sont ces productions dans leur pays, ben, il faut il faut réussir finalement à démonter toutes sortes de malentendus, et les malentendus ont ça et les clichés ont ça d'un petit peu fatigant, que c'est toujours plus facile d'y sombrer que d'en sortir. Il faut, pour corriger une vision qui a été biaisée au départ, il faut en général plusieurs fois la quantité d'énergie qu'il a fallu pour laquelle. Donc, tout ça pour vous dire, on va seulement survoler le sujet, mais j'espère pouvoir répondre effectivement de manière plus précise aux questions que vous aurez de votre côté de manière ponctuelle. Voilà. Alors, je vous disais, il faut parler de terminologie. Et si on veut parler de manga, donc c'est l'un des sujets qui nous anime aujourd'hui, le terme manga, donc on va passer par le japonais. Vous avez en haut un terme que j'ai renforcé ensuite qui s'appelle Yakuga. Le Yakuga, c'est le dessin abrégé. On va y revenir juste après. Vous avez sur la colonne de gauche en bas 3 graphies entre guillemets qui sont en japonais, qui sont 3 manières d'écrire le mot manga. La première en caractère chinois, vous voyez, caractère assez complexe, et puis en dessous deux autres graphies. L'une avec des caractères simples relativement ronds et l'autre avec des caractères simples relativement angulaires, qui sont l'un et l'autre qui correspondent aux syllabaires japonais, donc qui sont, M. Lemoine parlait ce matin, donc évoquait dans sa carte postale, la substance phonétique des syllabes, je trouve ça très très beau. La substance phonétique des syllabes en japonais, le japonais a mis en place, le japonais est une langue qui n'a pas d'écriture à la base. Les japonais avaient une langue qui était purement orale, et ils ont importé l'écriture chinoise, et ils ont essayé de bidouiller, parce que la langue japonaise n'a rien à voir avec la langue chinoise, ils ont essayé de bidouiller un système qui permette d'utiliser cette écriture et adapter ce système d'écriture à leur propre langue. Et donc ce qui fait qu'ils ont importé des signes chinois tels quels, et puis ils ont développé des signes phonétiques qui leur permettaient de lire ces différents caractères. Et donc vous avez deux manières d'écrire en syllabaire japonais le mot manga, et ces 3 graphies existent de manière concurrentielle au Japon, et du coup recouvrent des acceptions, des nuances qui sont un petit peu difficiles à saisir pour nous, parce qu'effectivement, nous on a un terme en caractère latin, voilà, manga, et on se dit l'affaire est entendue, mais pas du tout. Il y a effectivement, ça a commencé par les idéogrammes, et puis ensuite il y a eu une diffusion du terme avec ces 2 autres graphies qui se sont développées dans des contextes un petit peu spécifiques. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais en tout cas, voilà, rien n'est simple à la base, et puis tout se complique, comme dirait Saint-Pé avec ses albums. Le terme lui-même de manga donc, est vraiment a été traduit en français à une époque, on nous a parlé d'image dérisoire, ce qui est très... moi je trouve que la traduction elle-même là, est passablement dérisoire, c'est pas du tout ça en fait. Lorsque Hokusai, attendez, je vais avancer, les différents termes, donc vous avez sur la colonne de droite ici un terme qui est doga, donc avec la transcription, qui désigne le dessin en mouvement, et puis le terme animé que vous connaissez sans doute aujourd'hui, qui a beaucoup de fortune. Les 2 termes qu'on connaît bien en Occident, c'est manga et animé bien sûr. On y reviendra si vous le souhaitez, mais c'est très compliqué de situer ces mots-là les uns par rapport aux autres. Le terme de manga a servi à désigner au Japon même le dessin animé à une certaine époque. Le terme de manga en caractère latin aujourd'hui est rentré dans la langue française avec la définition dessin animé japonais, alors que dans le Japon contemporain, ce terme de manga aujourd'hui ne désigne plus rien d'autre que la bande dessinée dans toutes ses formes, et le dessin satirique, donc plus du tout le médium animé, le médium donc de l'image en mouvement. Voilà. Et donc le terme de manga en japonais sert à désigner toute la bande dessinée, pas la bande dessinée japonaise. Tintin c'est du manga, Superman c'est du manga, mais avec la dernière graphique. Bon. C'est vraiment difficile de faire la traduction parce qu'effectivement la façon dont le terme est entré dans la langue française reproduit une confusion qui existait au Japon avant-guerre, je dirais, et dont les Japonais se sont débarrassés. Donc nous, on s'empêtre là-dedans, alors que eux, on s'en sortit. Et cette confusion, elle est liée au fait que le terme même de manga, donc, qu'on pourrait traduire par image en liberté, en réalité, si on voulait être un petit peu attentif, lorsque Hokusai en fait, crée ces albums qui sont là aussi des manuels de dessin, mais aussi des recueils saisissants vraiment d'observation du réel et de la forme du mouvement, ce qu'il met en place, c'est vraiment une forme d'image libre, effectivement, libérée de toutes sortes de contraintes. On en parlera tout à l'heure de manière plus détaillée, mais comment dire,
ces images en liberté, la manière dont le fait d'utiliser ce terme pour la bande dessinée au Japon, moi, me semble convaincant dans la mesure effectivement où, par-delà les poncifs, les clichés, etc., qu'on peut voir très facilement sur le plan graphique dans cette bande dessinée, il y a aussi une forme de liberté qu'on n'a souvent pas dans la bande dessinée peut-être classique occidentale, et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure également. Alors, on va commencer par le terme de Ryakuga. Le terme de Ryakuga, c'est l'œuvre, il a été forgé par un artiste qui est le contemporain, un tout petit peu antérieur à Hokusai, dont le nom est Kuwagata Keisai. Donc, Keisai, c'est un artiste qui a été découvert un petit peu parmi les nombreux artistes qui ont été découverts au sein de ce mouvement qu'est le japonisme au XIXe siècle. C'est lui qui développe cette notion de dessin abrégé, et donc en publiant 5 manuels qui sont donc méthode du dessin abrégé d'oiseaux et d'animaux, les personnages, et donc ça c'est 15 ans avant les célèbres classiques donc, du Hokusai manga, et ces images sont d'une modernité tout à fait étonnante sur le plan graphique. Il y a eu une réédition en facsimilé grâce effectivement aux collections du musée d'art de Nancy de différents albums de Keisai. Donc, chez Piquet, et puis ensuite il y a eu une édition en Suisse qui a reproduit les 5 albums de Keisai, donc de dessin abrégé. Vous voyez ces images qui datent donc de la fin du XVIIIe siècle et qui pourraient nous être beaucoup plus proches dans le temps. Ce sont des gravures, hein, tout ça. Et là aussi, on est dans la logique du manuel, c'est-à-dire on propose des échantillons qui servent de modèle et qui peuvent servir effectivement aux profanes pour s'initier au dessin. Et moi, je soupçonne, je ne suis pas le seul, que effectivement, Hokusai a aussi jeté un œil sur le travail de Keisai, donc c'est quelques années avant lui. C'est pas indigne non plus, hein, bien sûr. Et un autre exemple tout à fait étonnant, c'est la façon dont Keisai applique sa notion de dessin abrégé au dessin de paysage, ce qui est tout à fait inattendu, n'est-ce pas? Donc voilà, là on est effectivement, on est encore plus dans une perception un peu qu'on pourrait qualifier de moderne. En tout cas très étonnante pour nous, a priori dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle. Alors, sur le lien en rouleau illustré, pour dérouler, là aussi c'est le cas de dire, tout un tas de conceptions et de raccourcis qui sont souvent faits, on a tendance, certains nous disent, la bande dessinée japonaise puis son origine dans les rouleaux peints, les rouleaux illustrés, le rouleau des animaux, etc., toutes sortes de choses. Alors il y a des fautes de frappe, je vois aussi, n'est-ce pas? L'attention portée au lien entre rouleau illustré et le cinéma fait l'objet effectivement du travail d'un certain nombre de critiques, des critiques de cinéma, des critiques d'art au Japon, donc notamment des critiques comme Okuda Hideyo qui parlent effectivement avec ces rouleaux, vous savez, ces images qu'on déroule et dont on suit le cours en enroulant l'image donc pour la rembobiner, en la déroulant de l'autre main, et donc en fait, presque comme le défilement d'une bande vidéo, on a effectivement donc dans sa main droite le passé, dans sa main gauche le futur, et sous les yeux on a le présent de l'image qui se déroule, et donc qui, contrairement à la bande dessinée, n'est pas séquencée, mais basée sur une notion de continuité, de progression continue, dans laquelle effectivement un cinéaste comme Takahata Isao a pu faire une lecture formaliste en y retrouvant effectivement dans ce défilement des équivalents de ce que lui a pratiqué dans son cinéma, qui consiste effectivement à retrouver des équivalents des mouvements de caméra, des choix d'angle effectivement qui sont de son point de vue éminemment cinématographique. Donc lui il est à la fois cinéaste et travaille dans un domaine graphique, donc il avait ce regard qu'il a développé dans un ouvrage qui s'appelle Dessin animé du XIIe siècle, et qui ont par la suite suscité un petit peu des malentendus, notamment Otsuka Eiji, qui est un critique de bande dessinée et à la fois un scénariste de bande dessinée, donc, qui intervient un peu régulièrement en France depuis plusieurs années maintenant, qui s'est attaché très fortement à vouloir réfuter cette vision en tant qu'auteur et théoricien de la BD, en disant non, la forme de ce rouleau est foncièrement différente de celle de la bande dessinée, mais c'est un contresens de sa part. Takahata n'a jamais dit que c'était là la bande dessinée ou les origines de la bande dessinée. Ce que Takahata a pointé, ce sont des similitudes, des convergences formelles qui ne signifient pas qu'il faille y lire le point de départ. Vous voyez, c'est vraiment un malentendu qui s'est répandu par la suite en fait. C'est-à-dire que cette vulgate a été beaucoup véhiculée par des observateurs étrangers effectivement qui, dans une forme de raccourci, se sont dit ben voilà, on a compris quelque chose, alors qu'en réalité non. Bref, donc au-delà de ces discours culturalistes, il y a vraiment d'étonnants parallèles au plan narratif formel sur lesquels il faut se pencher. Et comme toujours chez Takahata, lorsqu'on lit ses prépositions, on a l'impression qu'il enfonce une porte ouverte, on se dit mais quel est le sens de ça? Et plus on regarde de près, plus on comprend effectivement concrètement ce qu'il veut dire,
et plus c'est fondé en réalité, plus c'est solide. Et donc il faut faire cet effort d'entrer dans cette lecture, dans cette compréhension avec lui. Alors, j'ai conservé dans cette présentation, j'espère que quelqu'un se souciera du temps pour me dire qu'il faut que je m'arrête, un certain nombre de choses pour un balayage historique effectivement du cinéma d'animation au Japon, dans l'idée de vous donner effectivement des idées élémentaires sur ce qui est en jeu dans ce cinéma avant de revenir à la bande dessinée. Le Japon, donc, c'est en 1917, trois pionniers publient en parallèle des films qui vont être présentés dans les salles, et donc ils ont commencé à y travailler un petit peu avant, et ils viennent les uns les autres d'autres métiers. Ils se sont lancés dans la production du dessin animé parce que des compagnies de cinéma leur ont passé commande de films, mais surtout par curiosité. Les Japonais en question sont des dilettantes, autodidactes en animation, autodidactes au cinéma, qui viennent des arts graphiques et qui sont mus par la curiosité face à la découverte du film étranger. Alors là, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que autant donc, on peut essayer de retrouver des filiations vraiment à travers le dessin satirique en particulier, qui remonte au minimum, effectivement, donc, pour l'époque moderne, au milieu du XIXe siècle au Japon, avec la venue de caricaturistes étrangers et les publications japonaises donc, de dessins satiriques qui existent déjà à l'époque. Autant le cinéma d'animation est à ma connaissance, le seul domaine en fait, de la connaissance humaine où le Japon, qui à partir de la moitié du XIXe siècle s'ouvre à l'Occident et va se mettre à l'école de l'Occident de manière extrêmement résolue, très déterminée, pour apprendre l'ensemble des connaissances, des savoirs occidentaux dans une action donc nationale, vraiment un mouvement général très, très rapide et très intense. Et cette action, cette curiosité et cette volonté de compréhension sont en fait le principal ressort qui va permettre au Japon d'être le seul pays dans la région à échapper en fait à la domination coloniale. Vous savez que donc lorsque les canonnières du Commodore Perry arrivent en 1854 pour forcer l'ouverture de l'archipel, alors que le Japon avait fermé ses frontières depuis plus de 2 siècles aux visiteurs étrangers, eh bien, il ne vient pas là par hasard. Finalement, les États-Unis, la Russie tsariste et quelques autres grandes puissances, dont sans doute la Grande-Bretagne et la France à l'époque, se partagent le monde concrètement. Hein. Et donc l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Chine, etc., vont tomber sous la coupe de différentes puissances coloniales occidentales. Et le Japon va, grâce effectivement à cette modernisation, cette marche très très rapide et très intense vers l'acquisition de ces nouveaux savoirs, va être le seul pays qui va réussir malgré tout à préserver son autonomie. Et donc ce mouvement de curiosité, de connaissance court sur tous les domaines vraiment, qu'il s'agisse de domaines les plus strictement techniques, les sciences dures, l'écriture d'une constitution, la fabrication des bateaux, l'armement bien sûr, l'écriture du droit, la chimie, la médecine bien sûr, enfin tous ces domaines-là, la peinture par exemple, tous ces domaines vont voir effectivement les Japonais soit inviter des formateurs étrangers à venir enseigner au Japon, soit envoyer les Japonais se former à l'étranger sur place. Une fois qu'ils ont appris la langue, on envoie des jeunes Japonais passer quelques années en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, etc. Le cinéma ne fait pas exception, puisque le cinématographe Lumière, on sait que au moins 2 opérateurs Lumière en 1896 et 1890 sont passés au Japon. Vous savez que ce qui fait la force du cinématographe Lumière, c'est que l'opérateur peut à la fois projeter des films et filmer les pays qu'il visite, et donc les opérateurs Lumière ramènent des images du Japon, qui sont les premières images en mouvement de la réalité japonaise, qu'on a grâce à cela. Donc il y a ces contacts directs où des opérateurs de lumière sont sur place et montrent les films et filment, et donc il y a des contacts humains directs là aussi, comme dans les autres domaines. Et en animation, c'est pas le cas. En animation, personne n'est venu au Japon former les Japonais, personne n'est parti du Japon pour aller se former à l'étranger. Il y a un rapport de dilettantisme autodidacte qui consiste à dire les films, eux, sont arrivés. On sait que tel film, les films de Méliès, les films de Nicole, etc., les films américains ont été montrés et projetés au Japon. Puis les Japonais ont sans doute pu voir les pellicules, constater effectivement ce qui était en jeu d'une image à l'autre sur la pellicule, et puis ils se sont lancés d'eux-mêmes. Et ce caractère média du modèle sur lequel ils se sont basés pour se lancer à leur tour explique à la fois peut-être
un certain nombre d'aspects en jeu dans ces films, mais aussi une liberté à l'égard du modèle, c'est-à-dire que personne ne leur a dit il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Ils ont eu la liberté de s'emparer de ce qu'ils voulaient et d'essayer tout simplement d'égaler leurs modèles et puis ensuite essayer d'aller dans la direction de leur propre souhait. Et une autre caractéristique étonnante de ce cinéma à l'origine, c'est que cette année 1917 a permis d'identifier au moins 18 films d'animation qui ont été projetés en salle au Japon. Alors 1917, si on compare avec d'autres grands pays à travers le monde de production animée, y compris en Europe de l'Est, je ne sais pas, effectivement, si on s'intéressait à la Yougoslavie de l'époque, à l'école polonaise, les Tchèques, que sais-je, c'est un début relativement précoce, et c'est surtout un début qui est très prolifique d'emblée. C'est-à-dire quand vous avez une production qui commence, en général, vous avez un film, deux films, etc., quelques films. Là, vous avez d'un seul coup une espèce d'explosion qui est difficile à comprendre, alors qui découle du fait qu'il y a plusieurs pionniers qui travaillent en parallèle, mais même ça, malgré tout, c'est beaucoup de films. Un autre élément, bien sûr, qui permet de comprendre ce contexte-là, alors qu'à cette époque-là, en Europe, la production est arrêtée, bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale, on en parlait tout à l'heure, on l'avait vu évoquer avec le film de Frédéric Bach. Le Japon participe à la Première Guerre mondiale, mais de très loin, et donc, comme les États-Unis d'ailleurs, et donc, contrairement à l'Europe où la production est à peu près arrêtée, durant ces années-là, et bien là, eux, ils ont la latitude effectivement d'explorer ce cinéma. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des films qui sont identifiés et pas davantage? Alors, voilà les trois pionniers en question. Parce que, en fait, la plupart de ces films ont été perdus. C'est l'un des aspects qui rend l'histoire du cinéma au Japon un domaine éminemment actuel et proche de l'archéologie, c'est que le Japon vous savez, est un pays de catastrophes naturelles, entre les séismes, les typhons, l'humidité, etc. Beaucoup de choses sont perdues. Il y a vraiment la conservation des œuvres, dans quelques domaines qu'on se situe, est un enjeu majeur et comment dirais-je, une difficulté qui n'a rien d'évident à solutionner. C'est-à-dire que les Japonais sont dans l'idée qu'a priori les choses vont se perdre et que par exception des choses peuvent subsister. Vous voyez, il y a une forme comme ça d'un peu de fatalisme, mais parce qu'effectivement au fil des ans, c'est un effort particulier d'essayer de conserver les œuvres davantage que chez nous. Et donc beaucoup de films, par exemple, vous avez peut-être connaissance ou pas, là j'attire votre attention sur la dernière ligne de cette diapositive, c'est la césure du séisme de Tokyo. Donc en septembre, le 1er septembre 1923, s'est produit un énorme séisme qui va ravager plus de 90% de la ville de Tokyo et qui, à l'époque, effectivement, donc, est une catastrophe immense. Et ce qui s'appelle aujourd'hui le National Film Archive of Japan, donc le NFAJ, qui était auparavant le National Film Center, c'est-à-dire l'équivalent de la cinémathèque japonaise, disons, avait publié à la fin des années 90, au tournant du XXIe siècle, une statistique qui rappelait que à ce stade-là, les films antérieurs à 1923 de la production japonaise, parce qu'il y a des films qui commencent à être produits en plus de au Japon dès le début des années 1900, le pourcentage de films préservés, de films subsistants, donc entre les origines du cinéma et cette césure de septembre 1903, s'élevait à 4% des films. Autrement dit, 96% des films qui avaient été produits dans l'intervalle ont été perdus à ce moment-là. C'est d'ailleurs presque tout, vous voyez. Sauf que, effectivement, on continue de trouver chaque année des films qui ressurgissent dans des greniers, dans des hangars. Il y a des films, chaque année, on retrouve des films qui réémergent et donc qui permettent effectivement d'identifier telle ou telle bribe, qui sont des versions incomplètes, etc. Donc il y a un côté passionnant, une activité permanente effectivement de la redécouverte des films, beaucoup plus, je dirais, que c'est le cas partout bien sûr dans le monde. Mais au Japon, ça prend une intensité qui est vraiment étonnante. Alors on va revenir un petit peu sur les pionniers. Ces trois pionniers, donc, leurs premiers films ont été perdus et pendant très longtemps en fait, aucun film d'animation japonais antérieur à 1923 n'avait été considéré ayant subsisté. On considère que tous les films avaient été perdus jusqu'au tournant des années 2000 où en 2006 un historien, en fait, un collectionneur de bobines a retrouvé des films d'animation dont il s'est dit, l'un d'entre eux il s'est dit, est-ce que ce serait pas l'un des tel film effectivement donc identifié en 1917 comme celui d'un des premiers pionniers. Ce film, c'est celui-ci, c'est-à-dire Le Sabre émoussé. Et donc on va voir ce film qui a été retrouvé donc, presque 100 ans, 90 ans après sa création, et qui a réémergé et qui nous donne à voir effectivement ce qu'a pu être effectivement cette création. Alors,
c'est plus compliqué que ça, puisqu'en fait, c'est une découverte qui s'est faite en 3 temps avec des briques différentes qui ont été accolées. Alors moi, j'ai pas la version la plus complète, on a une version qui a été mise en ligne par le National Film Archive of Japan, que vous pouvez voir sur internet, effectivement, mais on va déjà le visionner ensemble, puisque c'est un film qui n'est pas très long. On est d'accord que les films retrouvés, c'est des pellicules flammes. C'est souvent le cas, tout à fait, des pellicules inflammables, des supports nitrates. Il y a aussi des versions qui, les Japonais ont tiré aussi des versions papier, des copies, des pellicules papier. Bon, c'est compliqué, mais parfois ce sont ces versions-là qui ont subsisté. Les Japonais en fait ont créé plusieurs sous-formats qui sont assez étonnants, alternatifs. Mais on va en parler tout à l'heure. On va d'abord voir donc, ce film-ci. Là, on vous explique que c'est la version la plus longue, mais en réalité, c'est pas la version la plus longue. Ils ont réussi à la rallonger encore un petit peu, grâce à d'autres pièces du puzzle qui ont été retrouvées ensuite. Alors, c'est un film évidemment qui est muet. C'est le premier film de son réalisateur, donc Kouichi Junichi. Et vous voyez que c'est un film en papier découpé, avec des éléments qui sont principalement libres, pas du papier découpé articulé, n'est-ce pas? Et donc, ce qui permet d'avoir ce dynamisme, puisque effectivement les sourcils, les pupilles sont libres, donc la liberté des animés est d'autant plus grande. Voilà. On a donc c'est l'histoire d'un type qui achète chez un brocanteur une lame, comme ça, un sabre. Vous savez que les sabres sont au Japon forgés par des forgerons qui sont aussi à leur manière des artistes, et qu'effectivement un grand forgeron va forger effectivement des lames qui peuvent être presque des œuvres d'art. Et donc on lui vend cette épée, ce sabre, comme une grande lame, et puis il va vouloir vérifier la chose, il va vouloir tester la qualité de son achat. Alors là, vous voyez que effectivement, je vous montre ce film notamment effectivement parce que par rapport à cette notion de manga, cette dimension plus générique que formelle, en parallèle de l'anglais cartoon, vous voyez, là, ce que les anglo-saxons désignent comme cartoon du dessin satirique ou du dessin animé burlesque, c'est cohérent. On comprend qu'effectivement le terme de manga à l'époque puisse s'appliquer à cette production-là, vous voyez. Et cette porosité va durer en fait effectivement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même encore après dans certains contextes précis. Par exemple, pour le dessin animé télévisé sera désigné dans les années 60 du terme de télébi manga, donc du manga télévisé. Et du fait qu'on a le composé avec la télévision, le malentendu ne peut pas se faire. On sait que c'est du dessin animé. Et là aussi, c'est du papier découpé. Là aussi, c'est du papier découpé. Tous les films des premiers temps au Japon sont des films en papier découpé. C'est la seule technique. Et les Japonais, par ailleurs, ont une tradition aussi de l'art du découpage du papier. Il y a vraiment des gens qui sont très virtuoses pour découper les formes les plus incroyables dans une feuille de papier, comme ça, qui n'a rien, sous vos yeux. Et donc, les Japonais ont appliqué ce savoir-faire, disons, à ce domaine-là. Donc, c'est plutôt, donc, le Japon est plutôt une terre de rebond par rapport, effectivement, à ce registre du cinéma et du cinéma d'animation, qui sont donc totalement exogènes. Alors là, on a ce personnage qui se dit, voilà, je vais couper, faisons un test. Voilà, avec toujours des mimiques assez réjouissantes. Alors avec ses sautes de bois, il avance. Il y a déjà une virtuosité qui est tout à fait étonnante, qui mérite effectivement d'être notée, je pense, pour un premier film, pour une création, ça va pas du tout de soi. Et donc là, on va changer il y a d'abord un petit moinillon avec sa flûte, qui va faire l'objet de première tentative. Et je vous invite à faire attention lorsque le moignon va réagir, le mouvement du corps, vous allez voir des éléments graphiques qui vont surgir, des étoiles, pour être très clair. Voilà, il dit attention, j'y vais, voilà. Alors l'autre se rend compte qu'on lui cherche querelle, et va ruer dans le bancaire. Je ne sais pas si vous avez vu la petite étoile qui jaillit. Et sur la fin du film, donc là, on a un passage à la technique des silhouettes, c'est aussi du papier découpé, mais donc opaque, pour figurer la nuit, probablement. Et donc on y retourne, voilà, il s'est mis en embuscade pour essayer de malgré tout de tester son engin, son ustensile, et alors l'autre il marche dessus. Comme il n'y a pas de sous-titres, je vais vous traduire, donc il dit voilà, vous avez une petite bulle, il dit assassin, dit-il, voilà. Et vous voyez que là, on est déjà dans le détail des mimiques, de la forme du mouvement, de la façon du trébuche,
il y a vraiment une attention, je dirais, un sens du détail qui sont vraiment notables. Moi, ça va beaucoup moins bien. Oui, alors voilà. Tout n'a pas marché comme il l'espérait, mais donc, en même temps. Voilà, alors donc ce premier exemple, on voit bien qu'on est à la convergence en fait ce sont des artistes donc, qui viennent du dessin satirique ou de la peinture, donc de différents arts graphiques, et puis qui s'essayent à cet autre domaine corrélaire, je dirais. Et puis au bout de quelques années, certains vont rester un petit peu là-dedans. Le plus prolifique des trois, Kitayama, après le suicide de 23, va s'éloigner complètement, va laisser son atelier à d'autres artistes et quitter Tokyo, quitter aussi la production de cinéma et d'animation. Kouichi va réaliser quelques films encore par la suite, et Shimokara également, mais ils vont, très clairement, ils viennent d'un autre domaine, et puis à un moment donné, ils vont y retourner. C'est-à-dire que pour eux, le cinéma d'animation est l'objet de curiosité, mais c'est pas forcément l'enjeu de leur vie. La seconde génération, ici, avec quelques noms, elle fait ses débuts dans l'animation, et la plupart de ces réalisateurs vont en fait en faire leur domaine principal. Voilà. Et donc à l'époque, comme souvent vous savez au Japon, dans le domaine des sciences et des techniques et des arts également, il y a une dimension un petit peu de secret, de savoir-faire qu'on évite de divulguer, qu'on transmet à quelqu'un qu'on a choisi. Et donc ces techniques n'allant pas de soi, les uns des autres ayant appris comme ça à leurs frais, disons, et en tâtonnant comment faire, et bien, ils choisissent ceux à qui ils vont inculquer, enseigner ce savoir-faire. Voilà. Et donc Yamamoto, typiquement, est l'assistant de Kitayama. Ofuji va être l'élève de Kouichi, etc. Alors, il y a deux figures sur lesquelles je vais passer assez vite, qui sont donc Ofuji Nogoro et Masaoka Keto, qui sont les deux grands noms de l'animation japonaise de l'avant à l'après-guerre, je dirais. Alors, ce sont ces deux cinéastes. Ofuji, donc, c'est celui qui est en tenue japonaise. Masaoka, qui est moderniste, c'est un modern boy, donc c'est lui qui est en tenue occidentale. Il y a le papier découpé dont on parlait tout à l'heure. Ça, ce sont des créations d'Ofuji. Il utilise un papier très haut en couleur qu'on appelle le chiyogami, qui sert une feuille de papier carré qui sert notamment pour l'art des papiers pliés, de l'origami, que vous connaissez. Ça, c'est le titre que Ofuji s'est construit lui-même et qui aujourd'hui fait partie de la collection permanente des archives du film du Japon. Donc on peut voir ça là-bas, avec des personnages sur ces blocs qu'il avait dessinés, des silhouettes découpées, vous voyez, par Ofuji, des films qu'il a fait sur cellulo dans les années 30, qui sont beaucoup plus flasheriens dans leur manière, vous voyez bien, beaucoup plus fluides et beaucoup plus, d'une certaine manière, dans un graphisme qui est un petit peu régressif, je dirais. Alors Ofuji à la fin de sa vie, au cours d'un travail, d'un projet de long métrage qu'il n'aura pas le temps d'achever. Ofuji, c'est aussi l'un des premiers réalisateurs, des premiers auteurs japonais en animation à être identifié à l'étranger, puisque en 1953, son film La Baleine sera projeté au Festival de Cannes et suscitera l'attention de gens comme Kokyo ou Picasso. Ce sont des films de silhouettes, avec ces silhouettes noires, mais où l'utilisation du papier de cellophane coloré, comme on le voit ici, lui permet d'explorer des motifs qui sont proches de l'effet vitrail, vous voyez. Et donc il apporte cette dimension de la couleur à des films de silhouettes, comme l'a fait Roger Renger en sa manière aussi, mais de manière peut-être moins graphique, je dirais, plus directe. Ça, c'est l'un des derniers films terminés par Ofuji, c'est Le Vaisseau Fantôme, qui est d'une grandiloquence un peu baroque, vous voyez, avec toutes ces couleurs et ces couches de matériaux, dans l'image en bas à droite notamment, avec cette statue de Bouddha un peu ricanante en rouge, et ces combattants à l'avant-plan en silhouette. Voilà, ça ce sont des éléments tirés du projet de long métrage de Fuji. Ça, on passe à Masaoka, donc, qui lui, peut-être comparé un petit peu au Disney japonais, disons, en tout cas c'est le père du dessin animé moderne au Japon, qui lui, contrairement à Fuji qui travaillait seul, d'emblée a travaillé avec une équipe d'animateurs, de collaborateurs. Et c'est lui qui a forgé le terme qu'on a vu tout à l'heure, le terme de doga, qui est donc le dessin en mouvement. Et c'est au milieu des années 30, lorsque Masaoka cherche à être un moderniste, donc c'est ce qui l'a amené au cinéma, c'est ce qui va l'amener à l'animation, après qu'il se soit formé dans sa jeunesse à la musique traditionnelle japonaise, mais aussi à la peinture, aussi bien à la peinture occidentale, à la peinture à l'huile, que à la peinture traditionnelle japonaise, dite Nihonga. Masaoka, donc, pour réfléchir à ce qu'est le dessin animé, c'est lui qui forge
ce mot, comme Rokusai avait forgé le terme de manga, et bien Masaoka forge le terme de doga. Do c'est le mouvement, ga c'est le dessin, et donc ce sont des dessins en mouvement, et c'est le terme, disons techniquement le plus neutre et le plus pertinent qu'on pourrait choisir effectivement pour désigner ce registre du dessin animé. On voulait se poser ces questions-là. Au-delà du terme de manga et de toutes ses connotations, effectivement, déjà bien plus ancienne, bien plus lourde de nuances donc différentes. Alors ça, c'est une image qui subsiste effectivement du premier film d'animation de Masaoka en 1930, c'est L'île aux singes. Vous voyez l'éclairage sur cet élément donc, en papier découpé vous permet de distinguer sur le côté gauche de l'image notamment effectivement à quel point ces éléments découpés sont superposés les uns aux autres. L'image, vous voyez, l'intensité lumineuse vous permet de bien discerner les membres des singes, en l'occurrence les bras, les coups, qui sont pour certains articulés, pour d'autres pas du tout. Alors, ça vaudrait la peine qu'on essaie de voir un extrait de ce film. Ça va prendre un petit peu de temps, excusez-moi, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des images de L'île aux singes, qui est à son tour un manifeste donc, moderniste assez étonnant. Alors, il faut aller là, et ouvrir celui-ci. Tac. Alors, il y a une bande sonore qui n'est pas du tout d'époque. C'est une musique et une narration qui ont été ajoutées donc, dans les années 2000. Donc un film de M. Katsu. J'avance un petit peu parce que le film dure 25 minutes. Vous voyez que même dans le lettrage des caractères, il y a quelque chose de très design, une recherche effectivement. C'est un film en papier découpé pour lequel Masaoka explore aussi l'utilisation de motifs. Alors attendez, je reviens un petit peu pour la tempête précédemment. Non, c'est décidément. Voilà. Il y a l'orage, Masaoka utilise des poudres, on le voit bien effectivement pour figurer les embruns de cette tempête. Voilà, avec un bébé qui est alors l'orage qui se dissipe et le bébé naufragé qui va atterrir sur une île. Alors j'avance pour vous montrer juste quelques éléments sur les singes. Voilà. Masaoka n'hésite pas à animer une quantité assez incroyable alors on est dans une variation à propos de moins Robinson que Tarzan, je dirais peut-être. Et on va aller sur la fin du film où il y a déjà peut-être un certain nombre de moments de bravoure. Alors il y a déjà avant ça, voilà. Les personnages essaient de faire la course, voilà. Il y a tout ce mouvement de caméra assez étonnant avec les avant-plans. Alors c'est un mouvement qui est purement latéral, mais Masaoka, d'une certaine manière, on pourrait le comparer effectivement dans le domaine japonais à la place qu'a eu Paul Grimaud dans l'histoire du cinéma d'animation en France. C'est vraiment lui il y a un avant et un après, on peut dire. Ils ont joué, je pense, historiquement un rôle assez similaire, et d'ailleurs il y a d'autres points communs entre leurs propres parcours respectifs. Alors là, par exemple, voilà, une recherche d'une autre forme de travail. Alors les singes qui tombent alors là, voilà, on explore cette verticalité, on sort du côté latéral auquel le dessin animé pourrait être considéré un peu comme condamné si on se réfère à certaines sources classiques, et on a accès à une recherche effectivement de point de vue qui est, vous voyez, hop, un petit point de vue subjectif sur le contre-plongée. Ça en papier découpé, c'est pas évident à faire, vous voyez. On voit bien qu'il y a, voilà, on est sur des dessins animés, n'hésite pas à aller à sortir effectivement du dessin animé articulé pour aller face par face, créer les angles et les parties de corps qui seront nécessaires par rapport effectivement au choix de la caméra. Donc je m'arrête là, mais c'est à regret. C'est un film qui est visible en ligne aussi, que vous pouvez voir sur le site du National Film Archive Japan. On donnera le lien, je pense, a posteriori, comme ça vous pourrez le découvrir. Alors attendez, il y a encore une course incroyable, une course-poursuite finale du film, où le jeune garçon est poursuivi par les singes. Voilà. Il y a vraiment un côté dynamique. Alors c'est un film de 1930, mais malgré tout, c'est là aussi pour un premier film, c'est un tour de force de faire 25 minutes et de faire un film, je dirais, aussi maîtrisé. Voilà.
Alors, je m'arrête là parce qu'il faut avancer. Alors, revenons à ces premiers pionniers. Donc ça, c'est des images de la suite de ce film. Ça, c'est un autre exemple de papier coupé où on voit bien qu'on travaille face par face. Il faut lire les images en fait, de droite à gauche et horizontalement, donc les 3 lignes. Ça va pas préparer donc, ces différents éléments qui permettent de reconstituer les différentes étapes de ce combat de boxe féminine ou de lutte féminine, où effectivement on voit que le personnage de droite va esquiver le coup de poing, donc là c'est la ligne du milieu, là c'est la deuxième ligne, pour ensuite effectivement projeter son adversaire au loin. Et donc voilà, c'est les mêmes enjeux, les mêmes difficultés que le dessin animé, sauf qu'en plus il faut découper chaque phase, puisque les Japonais n'ont pas accès à l'époque encore au support technique du cellulo qui est très onéreux et qui va intervenir dans ces années-là. Au début des années 30, les Japonais vont commencer à travailler avec ce support-là. Alors ça, c'est un film que j'aurais bien voulu montrer parce que il y a un lien avec la bande dessinée, effectivement, la journée nucléaire. C'est typique, effectivement, c'est un personnage, c'est comme on avait c'était quoi, le journal de Lucerne, un truc comme ça, ou de Suzette, voilà. C'est l'équivalent de Suzette, si vous voulez, dans le Japon d'avant-guerre. Il faut apprendre un des grands cinéastes que vous connaissez pour la harpe de Birmanie ou Le Feu dans la plaine, c'est le film classique japonais des années 50, qui a commencé au dessin animé, donc on voit un personnage derrière lui sur qui il a travaillé, très disneyen. Alors ça, c'est un film que j'aimerais bien vous montrer, malheureusement on n'a pas les droits. Donc c'est un personnage de bande dessinée, Fukuchan, donc d'avant-guerre. Son auteur en fait va essayer ensuite de l'animer aussi va créer un studio de dessin animé dans l'après-guerre au Japon. Et donc là, on est au cœur des rapports entre bande dessinée et animation. Alors ça, c'est l'un des films de Masaoka, on revient sur Masaoka, donc une opérette produite, réalisée par Masaoka au plus fort de la guerre, en 1943, et qui est basée sur le modèle des Silly Symphonies, donc les films de Disney, vous savez, qui ont servi de laboratoire à Disney au cours des années 30, enfin à partir de la fin des années 20, pour en faire entrer le dessin animé dans un premier âge moderne, je dirais, sortir le cartoon de ses prémices un peu archaïques, avec un soin notamment dans la représentation des phénomènes naturels, la pluie, etc., qui caractérise la production japonaise et dont vous avez des exemples en tête forcément dans la production contemporaine des dessins animés. Alors des images promotionnelles pour le stylo magique de Komagawa, donc ça c'est un film de l'immédiate regard, si on avait le temps je vous montrerai, mais tant pis. Ça c'est Cerisier, donc un film de Masaoka juste après la guerre, aussi en 1946, un film incroyable, peut-être un chef-d'œuvre effectivement, donc Cerisier de printemps, un film là aussi sur le principe de Silly Symphonies, basé sur la musique de Weber, donc l'invitation à la valse, et qui est un film sans récit, qui est une pure exploration formelle, une pure recherche, une pure quête esthétique, une quête de la beauté, qui prend un sens particulier dans le contexte de la dureté particulière de l'après-guerre dans le Japon, évidemment vaincu. Alors, on va avancer, ça c'est Masaoka. Le marché méconnu des films joués, alors parlons-en. On parlait tout à l'heure des supports nitrates. Le Japon est le seul pays à ma connaissance à avoir développé un marché secondaire pour le domestique de caméras et de films vendus au particulier, donc au format 35 mm. On a appelé ça les films jouets, donc il y a eu 5 ou 6 compagnies qui proposaient ces films, et notamment l'une d'entre elles c'est la compagnie Lion. Et donc il y avait des films, c'était un marché second qui permettait par exemple de redécouper les bobines des films qui avaient exploité en salle, et pour les exploiter sur ce marché secondaire, notamment lors du passage évidemment du muet au parlant, il y a eu tout un tas de films dont on s'est dit, bah, tiens, on va les exploiter de cette manière-là. C'était basé sur en fait, des projecteurs 35 mm très simplifiés, avec une lampe plus faible, avec une manuelle qui est manipulable par des enfants, et sont des films qui sont très courts. Vous voyez que les boîtes sont de cette taille-là, j'en peux vous en donner une. C'est 100 pieds de film maximum, donc c'est 3 minutes de film de métrage maximum. Mais donc le format 9 mm et demi de Pathé Baby qui permet de tourner des images en amateur a existé au Japon. Les Japonais ont aussi tourné et utilisé ce support du Pathé Baby, mais ils ont eu en parallèle aussi cet autre format qui a vu non seulement des films étrangers ou japonais commercialisés donc, dans ce réseau-là, mais aussi des productions originales pour ce marché, en particulier en animation. Ça, je vais vous montrer des choses. Alors voilà, c'est déjà l'idée de faire une sorte de compilation, une version abrégée de film. Comment est-ce qu'on condense un long métrage en 3 minutes, vous voyez. On va voir un exemple, moi, je vous en parlerai de manière là aussi un petit peu contingente. Pardon? Tout va bien? Oui, alors c'est plus que de l'ellipse, vous allez voir. Je vais vous montrer je sais plus, il y a une quinzaine d'années en fait, à Tokyo où j'habitais,
je tombe sur une brocante et puis j'ouvre une malle et je tombe sur des bobines. Il y avait 6 boîtes de films, des 35 mm, manifestement des films jouets. Alors ni une ni deux, j'achète ça. Et sur les 6 films, il y a en fait 5 étaient des dessins animés. Et alors, on va les visionner comme ça et je vais vous les commenter. Alors attendez, non, c'est pas ça, c'est celui-ci. Alors le premier film, c'est un Oswald. Alors vous voyez, en fait, il y a un seul photographe parce qu'en fait, le métrage, on a un problème de métrage, la bobine est très courte. Et par ailleurs, comme la lampe est plus faible, on peut arrêter l'image. Les enfants peuvent, quand on projette sur un drap ou sur un mur, il suffit d'arrêter l'image pour avoir le temps nécessaire, accès à toute l'information. Et donc, ça évite de manger trop de photogrammes. Et donc voilà, c'est un Oswald de 1934, donc après que Disney a été dépossédé de son personnage, c'était fait par Walter Lantz. Et c'est un cartoon qui doit faire 5 ou 7 minutes, et dont on propose une version abrégée en 3 minutes, là, vous voyez. On retrouve, donc ça c'est un film qui a été commercialisé aux États-Unis, qui a été vu en salle au Japon, et qui a aussi existé sur ce marché second, donc une version abrégée. Alors, c'est un film, on voit bien, qui a été fait pour les salles. Alors j'avance un petit peu parce que le temps nous manque, mais vous le retrouvez, ce film-là, c'est pas une rareté. Enfin, tout est relatif, disons. Encore des moutons, voilà. Oswald, donc, à la rescousse. Bon, il arrive. Bon, il y a des choses qui ont été escamotées, des passages, notamment de l'affrontement. Et on a le dénouement. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, le dénouement, il est là. Il y retourne. Il se coltine le monstre. Allons-y. Non, il ne veut pas. Voilà. Et sur les films suivants, c'est ça qui est intéressant, il y a des films donc, qui ont été des films japonais de dessins animés qui ont été produits pour les salles, et il y a plusieurs films qui ont été produits uniquement pour ce marché-là, pour lequel non seulement il n'y a aucun crédit, donc on ne sait pas qui les a faits, ce sont des films qui sont nettement plus rudimentaires, vous allez voir, sur la technique du papier découpé, et certains films sont basés sur des bandes dessinées. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de vous le montrer, pour voir à quel point effectivement, cette archéologie joue vraiment à tous les niveaux, quoi. Il y a vraiment, là aussi, c'est des choses qu'on continue d'exhumer de manière régulière. Bon, alors ça, c'est Nola Colo, c'est un personnage de bande dessinée de l'avant-guerre très populaire, qui met en scène, vous voyez bien on est dans une année de propagande, hein, c'est Noiro, le chien errant, qui est recruté dans l'armée des chiens, qui affronte les singes ou les ours, etc. Donc on a une figuration métaphorique du conflit qui est déjà en cours, puisque le Japon commence à intervenir sur le continent chinois dès le début des années 30. Vous savez que au Japon, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle de la guerre de 15 ans. C'est-à-dire ça va de 1931 à 1945. Le Japon a des velléités impérialistes en réalité. Le Japon a réussi à se préserver du colonialisme occidental et de manière très ironique, très rapidement, va imiter en fait ces modèles occidentaux en colonisant à son tour, c'est-à-dire en annexant la Corée en 1910 et en créant cet état fantoche du Mandchoukuo, donc dans le nord-est de la Chine, à partir des années 20 et des années 30. Voilà. Donc le conflit est d'actualité. Donc là, on suit les exploits de ce chien. Donc c'est une bande dessinée très moderniste aussi dans la forme. Donc là, on voit qu'il ramène le général ennemi qu'il a capturé, etc. Donc c'est un motif typique des films de propagande de cette époque. On va voir un autre film, donc c'est qui va affronter le Tanuki, donc qui lui joue de mauvais tours. Et vous allez voir que cette production, ça c'est un film qui a été produit pour le marché domestique. Vous voyez le logo en haut à droite de la marque Lion, c'est un film qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été projeté en salle a priori, qui a été uniquement vu chez les particuliers. Et donc, du coup, il n'y a pas de censure en réalité. Il n'y a pas d'organisme d'une part, la loi sur le cinéma au Japon est promulguée uniquement en 1939 pour essayer de contrôler la production. Mais là, vous allez voir qu'il y a une forme de violence, vous voyez, on y va avec le mitrailleur, et puis on défouraille les ennemis qui passent à l'attaque. On n'a pas de tabou. Alors évidemment, le public de ces films, c'est surtout les garçons, hein. C'est des films qui s'adressent au public des garçons et qui, de cette manière, est là pour répondre, pour faire écho à leur jeu et à leur fantasme de puissance, disons-le comme ça. Donc dans la manière de figurer des affrontements, là aussi métaphoriques. Voilà. Donc le Tanuki se repent, il dit voilà, je ne le ferai plus, désolé, j'ai compris mon erreur, et on y va donc. Voilà, avec le logo qui ressurgit à gauche. Mais voilà, ça c'est un film qui n'a pas d'existence, on ne sait pas qui l'a fait, il figure dans aucune filmographie, vous voyez. On est dans une partie submergée du continent, et il existe là aussi des films qui, on va le voir à la fin, donc le dernier film est tiré d'une bande dessinée très fameuse à l'époque, qui a priori n'a jamais été adaptée en animation, mais en réalité si.
Alors ça, c'est l'histoire c'est le rêve d'un jeune garçon qui rêve effectivement que là, on est dans son rêve. Voilà, il va trancher la lune. On voit toujours le logo de la marque Lion à droite. Il va finir dans un monde souterrain où l'inversion de la pellicule vient nous indiquer effectivement voilà, il est dans le passage des taupes, et puis il va se retrouver dans un moment très, très précis de l'histoire du milieu du 19e siècle japonais, donc l'auberge Kedaya, qui a été le théâtre d'un affrontement homérique entre les partisans du shogun et ceux de la rénovation, de la restauration. Et donc ça, c'est un affrontement qui reste dans l'histoire, où lui va se retrouver effectivement voilà, à ferrailler avec les grands guerriers, et puis ils sont, voilà, et hop, ils se réveillent, et c'est la fin du film. Voilà. Toujours ce fantasme de puissance. Il y a un film, alors, ça c'est un film en prise de vue réelle, 1935, pareil, qui a complètement disparu des cartes. Quand j'ai montré ces films au directeur de cinémathèque privée au Japon, à Kobe, les films de dessin animé l'intéressaient, mais ce film-là, vraiment les yeux lui sont sortis de la tête. Mais c'est donc un long métrage dont là on a juste le moment artistique, on n'a que 3 minutes, donc en fait ils ont gardé cette espèce de règlement de compte final avec le mouvement de caméra, la course-poursuite, vous voyez, la caméra bouge sans cesse, on suit le héros vengeur qui poursuit son adversaire qui est dans une voiture portée par ses serviteurs, on longe les berges d'un château, vous voyez, et donc c'est à la fois le combat et la course, c'est tout à fait là aussi étonnant en fait pour 1935 je dirais. Le Japon est un grand pays de cinéma dès les années 20 et les années 30. Il y a vraiment déjà des âges d'or du cinéma à cette époque-là, même si la découverte du cinéma japonais en Occident va sans doute attendre en fait l'après-guerre. Il y a les années 50 et les films récompensés en festival à Venise et ailleurs qui vont d'un seul coup faire surgir le Japon sur la scène internationale. Voilà, alors le félon, donc la voiture du félon s'est arrêtée, hop, il va sortir, alors il manque des images, vous voyez, hop, il sort, il continue, il prend ses jambes à son cou. L'autre continue à le courir après. Vous voyez, donc on est là dans savoir qu'est-ce qu'on conserve effectivement d'un long métrage. Mais a priori, on n'aura pas la fin, malheureusement, mais hop, là il s'arrête. Vous voyez, c'est très stylisé à sa manière. Et donc voilà, on le reconnaît. Hop, voilà, c'est la fin. Alors on va voir un dernier film, voilà, qui est, alors, attendez, c'est Tank Tankuro. Le personnage, c'est aussi un héros très connu de la bande dessinée japonaise d'avant-guerre. Alors, ça a été publié en volume après la guerre, mais l'auteur a commencé à y travailler avant, et dont le personnage principal est un tank, c'est un char d'assaut. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est pareil, on est dans ce contexte effectivement des années de propagande. Hein. Et donc, étant un char d'assaut, vous voyez, son corps est percé, il peut se transformer en voiture, en avion, vous allez voir, et donc il va envahir une citadelle, dont on voit bien d'après les sondages qu'il s'agit d'un bâtiment sur le continent, il va affronter une armée ennemie, et ça, c'est Tank Tankuro, donc c'est un personnage qui est tout à fait anachronique par la suite, c'est-à-dire très difficile à envisager, d'animer par la suite. Il y a eu différents projets dans les années 60, un projet de série qui n'a pas vu le jour, un projet de long métrage dans les années 2010 qui n'a pas vu le jour, et j'ai été mis en contact l'an dernier et cette année en fait avec la famille du dessinateur, qui s'appelle Sakamoto Gajo. J'ai rencontré la petite fille du dessinateur qui m'a dit mais on n'a jamais entendu parler de ce film, nous on a toujours considéré qu'il n'y avait jamais eu d'adaptation. Donc un film comme ça qui est sorti d'une malle, c'est sûr qu'il a été mis au courant à l'époque de la production du film, ça doit dater des années 30, mais ça s'est perdu, et ça c'est un film qui n'est jamais sorti en salle, qui n'a aucune existence nulle part, et pourtant, effectivement, donc, on considère que c'est un personnage qui n'a jamais été adapté en animation. Or, manifestement, ça a été le cas, vous voyez, avec toujours le logo de la marque Lion, donc toujours cette production. Ça, c'est un film donc, de production artisanale, vous voyez, pour ce marché secondaire, dont on ignore tout en réalité. Alors, c'est toujours les mêmes motifs, voilà, donc seul contre tous, etc. C'est le plus fort. Alors, pour une raison qui nous échappe, il ressort pour leur rouler dessus ensuite avec sa voiture. Bon, et puis il arrive au cœur de la forteresse, il continue à taper tout le monde, et il arrive, hop, face au général ennemi, et c'est reparti pour ferrailler un coup de lame, voilà, et il va s'en sortir, voilà, hop, avec une autre métamorphose, on capture l'ennemi, on se transforme en avion, et puis on balance. Voilà, c'est la fin du film. Et vous voyez que le film est complètement inscrit dans son époque. Et donc, là, on est dans
je veux dire, a priori, quasiment personne au Japon n'a connaissance de licence de ce film, vous voyez. Et c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. On continue continuellement de découvrir des choses. Alors, l'animation de propagande, j'en ai parlé, hein, c'est un sujet en soi, il faudrait en parler. Et donc, de manière, dès le début des années 30, en réalité, c'est une tonalité qui va imprégner la quasi-totalité des films japonais, des films d'animation. Évidemment, les Japonais, comme les autres pays producteurs, se rendent compte de l'efficacité, de l'efficience du registre animé pour véhiculer des discours de propagande. Hein. L'occupation du Japon, ça je vais avancer. J'avance également sur Toei, donc il faudrait vous donner des références historiques de base, mais on va avancer plutôt sur les rapports entre bande dessinée et animation. Toei, simplement, c'est fondé en 1956, Toei Animation. Le studio existe toujours aujourd'hui, c'est le studio à la fois le plus ancien et le plus important en taille qui existe au Japon de dessin animé. Et par ailleurs, c'est l'un des studios qui a établi ce modèle de correspondance entre bande dessinée et dessin animé, puisque vous savez que dans l'absolu, une majorité absolue des titres des dessins animés produits au Japon sont des adaptations de bande dessinée. Et Toei est l'un des studios derrière ce standard, puisque si vous avez des références de dessins animés japonais en tête, que ce soit Goldorak, que ce soit Candy, que ce soit Albator, que ce soit Dragon Ball, que ce soit les Chevaliers du Zodiac, que sais-je encore, tout ça, sont des dessins animés qui ont été produits par Toei et des dessins animés qui sont basés sur des bandes dessinées. Donc il y a vraiment un modèle majoritaire, vous voyez, un standard qui s'établit, qui permet effectivement de produire à partir de bandes dessinées qui ont déjà obtenu une forme de popularité, d'en produire des déclinaisons animées qui vont évidemment bénéficier d'un public d'emblée. Voilà. Donc Toei n'est pas le seul studio à avoir mis ça en place, mais c'est quelque chose qui court à travers l'ADN de la compagnie, puisque Toei en 1956 démarre dans l'idée de produire des longs métrages, et très vite ils vont aller chercher un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Tezuka Osamu. Et avant même Tezuka, si vous vous intéressez un peu à la bande dessinée japonaise, vous savez que c'est le premier grand pionnier de la bande dessinée de l'après-guerre. C'est le dessinateur d'Astro notamment. Bon, ça, je pense que ça vous parle. Mais surtout, c'est un dessinateur de bande dessinée qui a été fasciné toute sa vie par le dessin animé, qui a toute sa vie voulu faire des dessins animés et qui a fondé son studio dans son jardin et qui a produit des dessins animés, des dessins télévisés notamment. Et donc Toei en 59 va chercher Tezuka pour adapter une de ses bandes dessinées, donc qui est une version déjà une déclinaison du Roi des Singes. Vous savez, vous connaissez ce roman chinois du XVIIe, donc qui est le pèlerinage à l'Occident, donc une histoire assez connue. Tezuka en a produit une version en BD dans les années 50 et Toei veut en faire un long métrage. Donc ils vont voir Tezuka et ils lui proposent de collaborer à la production de ce film. Alors, il faut que je remette le son. Là, on voit, c'est la bande-annonce de ce long métrage qui sera le troisième long métrage de Toei, donc le voyage en Occident en 1960. On voit le PDG de Toei, donc, qui est Okao Hiroshi, qui est celui qui a décidé de fonder un studio de dessin animé pour concurrencer Disney, et qui se met en scène dans la bande-annonce où il va croiser le personnage, voilà, du Roi des Singes. On est déjà dans une forme d'hybridité, vous allez voir. Monsieur le PDG, bonjour. Vous avez derrière les statuettes qui ont servi de modèle pour les animateurs, vous voyez. Alors comment avance Sayuki? Le film est très bien. Tout le monde compte sur toi. Faites-moi confiance. Donc le troisième court-métrage de Toei, le voyage en Occident. Il était une fois un étrange singe né du Caire. Et avec un trio étonnant, ce récit plein d'humour et d'aventure. Une équipe de 200 personnes, on aura aperçu M. Oscar dans un coin,
travail. Donc vous voyez, c'est le comble du modernisme à l'époque. Hein. Ça, c'est la section des décors. Les cellulos. C'est un quatuor de singes, sympa. Ce film-là n'est pas sorti, je pense, en France, contrairement au Serpent Blanc, qui est le premier long-métrage de Toei en 58, qui est sorti en France en 62 en salle. Vous voyez qu'on est vraiment sur un standard qui correspond effectivement à la production internationale, j'ai appelé ça animé. Avec l'idée de montrer les films à l'étranger. D'ailleurs, un certain nombre des premiers longs-métrages de Toei vont être primés à Venise dans le cadre du festival pour le jeune public. C'est l'époque où Disney, après avoir été à l'avant-garde, apparaît après la guerre comme un peu une forme d'arrière-garde, et donc où les festivals qui ont essaimé un peu partout commencent à essayer de promouvoir d'autres formes d'animation que l'animation disneyenne. Toei, donc, fondé en 1956 en rachetant un petit studio qui avait une vingtaine de personnes, va recruter à tour de bras et au plus fort, vers 1964, ils auront, ce sera le plus important d'Asie en termes de dessin animé, puisqu'il y aura 650 personnes en tout dans le studio. Avec leur caméra multiplane, etc. Voilà, bon. Donc, on a vu ça. Voilà. Alors, on va revenir. Donc, tout ça pour vous dire, donc voilà, un mot sur Toei avant d'avancer très vite sur la suite. Le Serpent Blanc, voilà, les gens du studio, le travail collectif, les gens comme Takata Miyazaki qui ont fait leurs armes à Toei, hein. Ils ont passé quasiment une décennie, voilà, les animateurs. Miyazaki en manifestation contre la venue de... ça c'est d'autres choses. Yokoyama, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'auteur de Fukuchan, donc ce petit personnage de gamin des quartiers populaires de Tokyo, qui va être mobilisé pour des films de propagande pendant la guerre. Alors, on peut en parler de ça, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le dessin animé d'un côté et de la bande dessinée de l'autre sont des registres qui entretiennent au Japon des liens très étroits, mais qui sont malgré tout des domaines distincts. Il faut bien faire la distinction. Simplement, effectivement, il y a des allers-retours dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que beaucoup d'animateurs ont pu s'essayer à la bande dessinée ou ont pu venir, par exemple, de la bande dessinée. Et donc, il y a vraiment comme ça ces va-et-vient. Par-delà le standard de l'adaptation, effectivement, le fait de transposer de manière industrielle telle ou telle bande dessinée à succès, il y a vraiment des allers-retours sur le plan créatif dans les parcours des professionnels également. Et Yokoyama en fait partie. Yokoyama, donc, lorsqu'il crée son studio en 1955 dans son jardin, il fait un film en 16 mm. Il a récupéré des chutes de films 16 mm de différentes sociétés, de différentes compagnies, donc du Kodak et autres. Il a mis ça bout à bout lorsqu'il a fait son film avec deux animateurs. On va voir donc là, c'est l'exemple type du dessinateur de bande dessinée qui réalise son fantasme d'animation. On va voir quelques exemples de ce film qui a été longtemps considéré comme perdu aussi, dont on a retrouvé une trace il n'y a pas si longtemps. Un film de 1955 que Yokoyama a montré une fois. Il a organisé une projection au Pen Club à ses amis du monde littéraire, les Kawabata, Mishima et autres. Et une fois que le film a été montré, c'est 25 minutes en 16 mm quand même, donc un film muet, et ben le film il l'a mis dans son grenier, il n'a plus sorti. C'est un film qui est très étonnant, vous allez voir, parce qu'il est d'un archaïsme absolu. C'est l'histoire Hongo Rocket, donc c'est un fantôme ado, on pourrait traduire ça de cette manière-là. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui va trouver un vieux bûcheron sur lequel il va se coller sur son dos, et pas moyen de l'en déloger. Voilà. Et donc c'est l'histoire de ces deux personnages. Alors, j'avance parce que le temps de vous voyez qu'il y a un graphisme qui est très variable en fait d'un plan à l'autre. C'est très Yokoyama a travaillé avec deux animateurs. Il n'a aucune connaissance technique. En fait, c'est le premier à avoir visité en fait, le studio Disney en 1951. Il a passé 2 jours au studio de Disney. Et quand il commence son studio, il y a un texte de lui en 1955 qui est absolument ahurissant. Il explique, bon voilà, Disney a 30 animateurs de qualité,
Moi j'ai 3 animateurs, donc ça veut dire que ce que Disney arrive à faire en un mois, moi il me faut 10 mois pour le faire. Voilà. Mais sinon, foncièrement, il n'y a pas de différence. Quoi. Donc il doute de rien, il est sûr de lui, c'est ahurissant de voir ça, mais c'est rafraîchissant. Hein. Donc voilà, il a ce graphisme lui qui est assez intéressant, donc Animation, très bien, voilà, ils sont deux, il y a lui et donc un autre bonhomme. Et on voit que d'un plan sur l'autre, il y a ce petit vieux, j'avance, vous allez voir, parce qu'il joue sur plein de choses. Il y a la naissance d'abord du petit monstre, voilà, qui trouve d'abord une espèce de un premier véhicule qui se débarrasse de lui. Ensuite, il va tomber sur le vieil homme. Voilà. Alors le vieil homme, sur un plan, il a cette apparence-ci. Sur le plan suivant, vous allez voir qu'il va en avoir une autre. Mais c'est pas grave. Enfin, tout ça, on est vraiment dans l'archaïsme, effectivement. Alors il découvre l'outre d'où est sorti le petit fantôme. Il y a le bonnet rouge pour le Oui, tout à fait. Oui, il est caractéristique. Donc là, voilà, on s'amuse à faire tournicoter le personnage qui essaie de se débarrasser du fantôme qu'il a sur le dos. Et Yokoyama, donc il doute vraiment de rien. Effectivement, on va le voir. Effectivement, donc là, par exemple, effectivement, donc, il se fait plaisir sur des cycles. Il arrive sur le taureau. Il tombe à l'eau. Il y a quelques moments, voilà, il fait de l'animation de décor, pas de problème, on s'amuse avec ça, et ça marche, c'est vraiment assez jubilatoire. Donc il n'a aucun tabou, il se fait plaisir, et c'est une certaine manière le pionnier. On connaît beaucoup le travail de Tezuka et la création du studio Mushi Production. En réalité, Tezuka s'est beaucoup inspiré de Yokoyama. À un certain nombre d'égards, c'est vraiment Yokoyama qui a pavé le chemin. C'est lui qui a produit la première série digne de ce nom, effectivement, en 1962, qui était destinée à la télévision mais qui ne sera pas diffusée. Et donc, ce qui fait que c'est en 1963, c'est Tezuka qui sera le premier. Mais en réalité, vous voyez que là, le graphisme a encore changé. Oui. Voilà. Bref, j'arrête là, mais. Oui. Voilà. On essaie de le brûler, mais ça ne marche pas, etc. Bon, bref. C'est une histoire assez réjouissante que Yokoyama a publiée à un autre moment. On pourrait multiplier les exemples de travaux de Yokoyama qui, en l'espace de moins de 10 ans, entre 1955 et 1965, va passer d'un stade pré-disneyien à un stade post-disneyen, puisqu'il va produire un film en 61 qui est un film clairement UPS, je dirais, qui est plus 50 000 ans. Je vais essayer de voir si je retrouve ça. C'est pas là, c'est pas lui, c'est l'autre. Attendez voir. On va voir juste un petit exemple de ce film de 61 qui est clairement donc qui est passé évidemment quand on fait la course derrière quelqu'un, on peut s'inspirer de ses réussites comme de ses échecs. Alors j'avance sur le générique, voilà. Donc ça c'est 61, vous voyez, c'est produit par Yokoyama et c'est réalisé par un de ses disciples avec un trait, un graphisme qui est voilà, toute une histoire, une épopée à travers les âges sur la vie humaine et l'évolution, un discours de l'évolution, sur savoir quel est l'avenir du genre humain, avec toutes sortes d'avenirs merveilleux, comme la baleine, la main qui ne sert pas et les pieds vont s'atrophier, etc. Bref. Vous voyez de quoi il retrouve. Alors, par ailleurs, effectivement, le Suzuki Shinichi, donc le réalisateur de ce film, est le seul membre, effectivement, foncièrement animateur dans le groupe de Tokugaso, donc un groupe légendaire de dessinateurs qui s'était réuni autour de Tezuka. Tezuka, en 1905, au début des années 50, a résidé dans des appartements collectifs où il a travaillé et où d'autres dessinateurs se sont groupés. Et après son départ encore, donc il y a un groupe esthétique qui est là et qui a à voir avec cette production-ci. Voilà. Mais une fois de plus, on est dans l'évocation un peu pointilliste. Alors, ça c'est le Fantomado, ça c'est l'exemple suivant, ce qu'est un des longs métrages qu'il a réalisé, puisqu'il en a fait deux, ça c'est le Fantomado avec Suzuki Shinichi, toujours le même film, de plus 50 000 ans, voilà, plus 50 000 ans. La série télé réalisée par Yokoyama, 100 épisodes de 3 minutes et demie, produite en 4 ans. Tezuka, donc venons-en à Tezuka, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc le film de Toei dont on a vu la bande-annonce tout à l'heure. Ensuite, il y a deux autres longs-métrages de Toei auxquels il va participer. Et puis, il se lance sur, alors ça c'est ce qu'on connaît effectivement, Astro. Tezuka donc, est celui qui va briser le tabou de la production télévisée hebdomadaire, produire 20 minutes de dessin animé pour une diffusion hebdomadaire, avec cette série phare qui est Astro, donc Tetsuya Atomu, donc
Atom au bras d'acier, ce qui n'est pas du tout anodin. Vous voyez, vous savez que le Japon est le seul pays au monde à avoir subi le feu atomique. Dire atome au bras d'acier, c'est pas voilà, c'est une manière d'essayer de construire des lendemains qui chantent dans un contexte où ça n'allait pas forcément de soi. Et donc les liens de Tezuka, donc ça c'est bon, ça c'est la production d'auteur de Tezuka, puisque Tezuka, dessinateur de bande dessinée à succès, qui va financer ses productions animées grâce à ses revenus dessinateur de bande dessinée, a aussi le fantasme de reproduire et de réaliser des films expérimentaux, comme il les appelle. On va voir un petit extrait d'un épisode d'Astro, de la première série, c'est pour ça. Alors, si j'arrive à le sortir. Alors, est-ce que c'est. Non, c'est pas là. Ça devrait être là, mais. Il ne veut pas. Alors, oui, c'est ça. Alors. Je ne sais pas quelle heure il est, mais. 7h10. D'accord, donc on ne va pas trop traîner. Alors, la première série donc, la première série télévisée produite par Tezuka et réalisée en partie par Tezuka, c'est donc Astro Tetsuo Anatomy, qui va être diffusée aux États-Unis très rapidement. Donc, un dessin animé en noir et blanc dont la diffusion va durer plus de 3 ans. Il y a plus de 190 épisodes. Et avec ce titre, en brisant le tabou de production télévisée à ce rythme-là, Tezuka a établi un standard, aussi bien narratif que économique, esthétique, et ce sont les débuts du dessin animé japonais tel qu'on connaît aujourd'hui. Avec une animation limitée, vous voyez bien, avec beaucoup de cycles, et encore un. Et puis, de l'image fixe, du décadrage, de l'image fixe avec juste un mouvement de caméra par-dessus. Là aussi, du glissement de cellulo, ça ne mange pas de pain. Des personnages immobiles avec juste le banc carré. Un seul personnage en mouvement, le reste est immobile, vous voyez. Mais ça marche. En réalité, Tezuka a cette intelligence de dire qu'on peut simplifier de manière drastique, on peut rationaliser la production, et que l'impact dramatique, voire tragique en fait, du récit va permettre de faire tenir en fait, l'animation. Alors, on pourrait le voir plus longuement, mais je sais que voilà, les temps de manque, et donc ça c'est pareil, vous pouvez le retrouver je pense en ligne. Hop. Alors on va revenir sur la grammaire de Tezuka, la grammaire tezukéenne. Voilà, donc une présentation du travail de l'animation limitée, comment travailler à 3 images, donc, où effectivement donc, vous n'avez plus qu'à faire une image sur 3, puisque chaque image passera 3 fois au grand titre, comme on le voit ici. Avec un principe de banque d'images, on archive les plans qui ont été animés précédemment pour les réutiliser en changeant de décor, vous voyez par exemple. Avec une séparation, une taylorisation du travail à outrance, qui consiste effectivement à animer sur des couches séparées la bouche, les yeux du personnage. Donc vous faites un dessin pour le personnage en tant que tel, et puis après vous animez en fait, 3 dessins pour les yeux, les yeux fermés, les yeux ouverts et les yeux entrouverts, et puis la bouche c'est pareil, bouche fermée, bouche entrouverte, bouche ouverte. Par rapport à la phonétique du japonais, ça suffit effectivement pour représenter les mouvements labiaux qui sont l'objet dans l'animation occidentale d'une attention beaucoup plus importante, parce qu'effectivement la prononciation des langues occidentales demande des mouvements labiaux qui sont plus importants. Voilà. Et donc on est là aussi donc, sur le principe par exemple, de faire bouger le décor. Donc là par exemple, effectivement, avec un décor plus long, on décale le décor et on crée le mouvement avec un seul dessin, vous voyez. Donc toute cette rationalisation systématisée par Tezuka au sein de sa production va permettre effectivement de tenir ces délais infernaux là où les animateurs de Toei considéraient que c'était impossible à faire. Voilà. Alors, quelques esquisses d'Astro, des feuilles de modèles sur d'autres productions. Ça, c'est encore une autre série Tezuka W3 qui a été adaptée en dessin animé aussi par son studio. Et puis voilà, très vite, il y a une forme de contradiction tous les jours. Tezuka qui finance son studio d'animation par ses revenus de dessinateurs et qui paye des animateurs va être un petit peu dépité de voir qu'au bout d'un moment, le studio va commencer à vouloir adapter d'autres bandes dessinées que les siennes, des bandes dessinées d'autres dessinateurs, et donc va se retirer à un moment donné de son studio, puis le studio par la suite va faire faillite avant de redémarrer. Donc c'était un modèle qui n'était pas tenable, clairement.
J'avance là-dessus également aussi, puisque le temps nous manque. L'héritage de Tezuka, donc Tezuka, effectivement, un véritable apprenti sorcier de l'animation, c'est vraiment ça, puisqu'il a ouvert les boîtes de Pandore et il a créé des conditions qui prévalent encore aujourd'hui dans les milieux de l'animation. Mais par ailleurs, il a aussi ouvert une voie en termes de forme qui va être explorée de manière plus consistante par ses successeurs, je dirais. Alors, ces différents exemples, voilà, les noms ne sont pas forcément connus, mais certains titres, eux, peuvent être connus. On a eu, par exemple, Kung Kum, c'est un dessin animé qu'on a eu en France. Touch, c'est Théo, la bataille de victoire. Albator, bon, ça on connaît. Voilà, Rémi sans famille, Cobra, tout ça, c'est des choses qui vous disent quelque chose, j'imagine. Le Roi Léo, c'est pareil, c'est le premier dessin animé télévisé japonais à avoir été diffusé en France, en 1974. Bref. Les revues. Alors, peut-être un mot pour finir par rapport à ça. On pourrait parler longtemps, effectivement, du rapport entre la bande dessinée et le dessin animé. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une vivacité éditoriale au Japon. Le Japon est un énorme pays éditorial, il a un volume. Le marché éditorial japonais est d'une envergure vis-à-vis de laquelle le marché éditorial français, je pense, fait figure de nain, c'est assez clairement. Hein. Si on s'intéresse par exemple de manière élémentaire au tirage des grands journaux, alors aujourd'hui il y a beaucoup de versions électroniques, mais sur des décennies, si vous pouvez regarder effectivement le top 10 des plus gros tirages de journaux, vous avez sur les 10 titres les plus importants au monde, vous avez 4 ou 5 journaux japonais. Les plus gros quotidiens japonais ont pu tirer à 12, 10, 8 et 8 millions d'exemplaires quotidiens, vous voyez. Si vous comparez avec Le Monde ou n'importe quel autre journal, il y a un ou deux, enfin bref, voilà, on est à quelques centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est vraiment différent. Et il en va de même pour les revues. Et la bande dessinée, donc il y a une vivacité des revues, il y a des revues par dizaines, par centaines, y compris des revues qui s'interrompent. Alors, un grand tournant, c'est 1959, c'est le lancement par des éditeurs de ces revues de publication hebdomadaires. Vous avez ici les deux premières revues hebdomadaires, donc le Shonen Sunday à droite et le Shonen Magazine à gauche. Des revues donc, qui chaque semaine proposent donc en feuilleton des récits avec des épisodes d'une vingtaine de pages, 15 à 20 pages par semaine, qui sont, contrairement aux revues mensuelles qui existaient jusqu'alors, évidemment, donc ce rythme forcené là aussi de production condamne les dessinateurs au noir et blanc. Les dessinateurs ont travaillé avec des assistants, ils n'ont plus le temps de mettre en couleur. Dans les revues mensuelles, il y avait des récits en couleur. Et donc, ce rythme de parution hebdomadaire, moi je trouve intéressant de le mettre en parallèle avec justement ce rythme hebdomadaire de diffusion des séries télévisées, d'épisodes de 20 minutes. C'est-à-dire que lorsque Tezuka brise le tabou de l'animation télévisée, il n'était pas obligé de faire des épisodes de 20 minutes, après tout. Les grands studios américains, les Hanna-Barbera et autres qui produisent les Flintstones, les Yogi Bear et autres Jetstones, c'est des épisodes qui sont plus courts, n'est-ce pas? Et par ailleurs, ces épisodes qui sont autoconclusifs, que vous pouvez diffuser dans n'importe quel ordre, on reste dans la grammaire du cartoon, vous voyez. Tezuka sort du cartoon, fait du dessin animé qui va pouvoir être éventuellement feuilletonnant, en feuilleton disons, et beaucoup plus dramatique, voire tragique. Et cette échelle en fait d'une vingtaine de pages par semaine de bande dessinée et d'une vingtaine de minutes à tenir en termes de narration animée pour les épisodes des séries télévisées, je ne suis pas sûr que ce soit totalement un hasard. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que souvent les séries animées commencent après le début des parutions des bandes dessinées, qui ont déjà un certain succès, mais assez vite peuvent rattraper aussi ce qui se passe. Parce qu'évidemment, à n'avoir que 20 pages pour tenir 20 minutes, vous vous rendez bien compte que c'est pas tenable. On ne va pas faire une minute par page, vous voyez. C'est qu'on peut essayer d'étirer le truc, mais il y a quand même une limite. Donc très vite, souvent les séries sont rattrapées, ce qui, un peu au plus fort de ce modèle-là dans les années 80, les séries animées pouvaient, en attendant que la bande dessinée qu'elles adaptaient reprenne un peu d'avance, proposer des histoires originales, des digressions avec les personnages, justement, leur faire vivre des aventures qui n'avaient rien à voir avec la bande dessinée adaptée. Et donc, c'est le rythme de parution hebdomadaire de ces revues de bande dessinée qui trouvent un lectorat dans le jeune public tout à fait considérable, qui va pousser les chaînes de télévision à vouloir produire, effectivement. Ils se disent, pour concurrencer, en fait, c'est même avant ça, l'arrivée du média télévisé, en fait, la télévision commence à 53 au Japon, se trouve en fait derrière la décision des éditeurs de passer au rythme hebdomadaire. Les éditeurs se disent, avec ce média concurrent de la télévision, qui en plus, une fois qu'on a acheté le récepteur qui était très cher à l'époque et gratuit, va nous faire concurrence, on ne va pas être en mesure avec les mensuels, on ne tiendra pas à la distance. Donc c'est pour ça qu'ils franchissent le cap de l'hebdomadaire, et c'est pour ça que par contre-coup, ensuite, les séries entrent à leur tour dans cette diffusion hebdomadaire. Donc voilà, il y a tout ce va-et-vient de contraintes qui déterminent la forme des récits et la forme d'une unité effectivement de publication ou de diffusion.
Alors, l'explosion du dessin animé télévisé, effectivement, donc Astro, qui est le premier dessin animé hebdomadaire de 20 minutes sur une chaîne japonaise, donc de création locale, va rencontrer un succès énorme. Au plus fort de la popularité de la série, à l'époque, il y a 3 ou 4 chaînes, mais malgré tout, Astro va rencontrer des taux d'audience de l'ordre de 40%, ce qui est évidemment énorme à l'époque. Et donc tous les studios, bon gré mal gré, se lancent dans la production télévisive, même ceux qui considéraient que c'était absolument infaisable, face à la preuve faite que c'est faisable et que surtout il y a un public très important, et ils y vont à leur tour, tourner comme les autres. Et donc l'évolution du conditions de travail est extrêmement rapide, évidemment, et ça change du tout au tout en l'espace de quelques années. On pourra en parler en détail si vous vouliez, mais le modèle de l'immense, c'est la version de bande dessinée, effectivement. Donc on a un modèle où on s'accroche au succès, à des succès établis pour toucher un public plus large. Et puis, l'une des caractéristiques de la bande dessinée, comme du dessin animé au Japon, c'est un élargissement justement progressif des publics. C'est-à-dire en France, l'idée qu'on a de la bande dessinée, c'est celle d'une école franco-belge un peu classique, de récits dont on se sépare à un moment donné, et puis en réaction à ça, avec des revues comme Pilote, puis Métal Hurlant, une forme de bande dessinée qui nie le public enfantin, qui s'inscrit en faux et qui va faire en sorte délibérément d'avoir toujours dans ses pages des motifs qui la rendent illisible par le public enfantin. Donc de la violence, de l'érotisme, etc. Et donc il y a un antagonisme entre deux publics qui s'excluent l'un l'autre. Au Japon, c'est pas ça. Au Japon, les revues ont évolué, il y a eu des créations de revues justement au fil du temps qui ont suivi l'évolution en âge d'un lectorat. Et donc il y a comme un escalier, vous voyez, des créations qui s'adressent naturellement au fil du temps à un public de plus en plus âgé et le dessin animé va suivre. Et donc il y a une adolescence du dessin animé dans les années 70, avant le passage à l'âge adulte, etc., qui se produit graduellement. Voilà. Alors on pourra en parler encore. Je vous montre un dernier extrait qui va être un peu choquant peut-être. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire. Alors ça par exemple, ça c'est un des premiers dessins animés, donc qui est un dessin animé érotique qui passait à 23h, des strips, donc un dessinateur qui s'appelle Koji Mako, dont ils ont fait des petits épisodes de 10 minutes qui passaient tard le soir. Ça c'est une autre adaptation de bande dessinée tout à fait célèbre. Vous avez ça également sur des adaptations de bande dessinée, donc par exemple la bande dessinée pour les filles, qui a tout un créneau qui n'a quasiment pas existé par exemple en France, et qui forme évidemment un corpus considérable au Japon, qui a aussi connu ces avatars animés. Tiger Mask, une histoire de catcheur. Alors, on va peut-être finir avec juste le documentaire, parce que c'est une histoire qui est particulièrement violente, c'est les combats de catch, mais je vais vous montrer un petit peu comment, de l'intérieur, comment Toei en fait, met en scène son modèle d'adaptation de bande dessinée, avec des images du studio de Toei, voilà, toujours. Alors, le bâtiment n'existe plus, mais c'était, pendant 50 ans, ça a été le bâtiment de Toei. Le premier studio d'Asie. Vous allez voir comment on planifie, soi-disant, un projet de série. Donc Tiger Mask, c'est une bande dessinée qui est parue dans une de ces revues hebdomadaires. Vous voyez, vous avez le mur de série là. Et ça, ce sont des numéros de publication hebdomadaire avec une dizaine, une quinzaine de séries qui sont publiées en parallèle. Vous voyez. Alors, le voilà. Comment est produit Tiger Mask? Alors, notre ami le tigre. C'est une série, une espèce de Monte Cristo du catch, quoi, on pourrait dire. C'est un personnage de vengeur masqué, donc un catcheur masqué qui veut se venger d'une organisation criminelle, de catcheurs, à savoir. Et la popularité du catch fait qu'effectivement, voilà, il y a des séries sportives dans tous les domaines. Les Japonais ont produit des séries sur le baseball, sur le volleyball, sur le football, le tennis, que sais-je. Et le catch en fait partie, voilà, avec le doubleur, le compositeur. Alors moi je passe sur la fin parce que le temps me manque. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions-réponses si vous le voulez bien. J'essaie de vous montrer des choses en arrière-plan peut-être. Mais on est au milieu du guet, vous voyez bien qu'on est à peine aux années 60-70 et il faudra encore parler de beaucoup de choses. Alors je vais vous mettre quelques génériques peut-être qui vont vous dire quelque chose. Par exemple, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Ça c'est produit par Toei en 75, donc à partir du bande dessinée pour les filles. La mélodie vous dira quelque chose, mais donc la mélodie en fait, du générique français est reprise du générique japonais. Alors c'est une histoire évidemment éminemment lacrymale, c'est tous les malheurs de Sophie
dans le contexte d'une orpheline à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc il lui raconte les misères du monde, évidemment. Mais donc une illustration de ce modèle très rodé, hein, de déclinaison animée, évidemment qui contribue aussi par contre-coup à la popularité aussi des bandes dessinées, etc. Voilà, ça rappellera des souvenirs peut-être à certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations j'espère pouvoir vous répondre de manière plus précise dans le temps qui nous reste. Oui, merci. Merci. On continue? On peut voir, oui, alors il y a des exemples de séries japonaises adaptées de bande dessinée, je dirais la pléthore, donc on peut voir ça par exemple, ça c'est un truc qui a eu des aventures de récits un peu hard-boiled et moitié goguenard, enfin bref, c'est un dessin animé des années 80 encore. Là aussi il y a une bande dessinée à la base, donc qui est à l'origine de plusieurs dessins animés, plusieurs séries successives. Et les plus grands succès de bande dessinée au fil des époques ont fait l'objet de multiples relectures. Des grands succès comme The Lion. Alors, je vais vous montrer un exemple récent qui est tiré d'une bande dessinée dont le titre en anglais, enfin international, c'est Ranking of Kings. C'est Osama Ranking, c'est une production tout à fait récente parce que la série a été diffusée en 2021 et c'est tiré d'une bande dessinée, c'est assez étonnant. En fait, c'est un auteur indépendant qui a commencé à publier sa bande dessinée en ligne. Il travaillait tout seul, il publiait des épisodes comme ça régulièrement et puis ça a beaucoup fait parler. Et un éditeur est venu le trouver et ils lui ont proposé finalement de faire paraître sa bande dessinée dans une revue. Donc il continue à travailler tout seul sans assistant. Et donc par la suite il y a eu ce projet de série télé, il y a une première série qui est terminée et ils ont déjà lancé une deuxième série. Ça s'appelle Ranking of Kings en anglais, donc c'est le classement des rois. Voilà. Et ça c'est juste une espèce de bande-annonce. Et c'est une histoire dont le personnage principal, le protagoniste, est sourd-muet. Et donc c'est un personnage qui arrive à trouver un moyen de communiquer avec un personnage fantastique. Voilà, c'est un peu du médiéval fantastique. Et donc il est l'objet de discrimination, mais il va trouver le moyen de s'affirmer. Donc voilà, la production japonaise peut aussi, alors là en l'occurrence c'est une production individuelle, créative, prendre en charge ce type de personnage et leur leur donner la première place dans un récit, y compris donc grand public, qui va rencontrer un très grand succès. Alors, évidemment, ce qu'il faut préciser aussi, donc on parlait de cet a priori négatif à partir duquel on est passé à une sorte d'a priori positif. Évidemment, dans la production japonaise, étant donné son volume, étant donné ses conditions de production, il y a à boire à manger, il y a le pire et le meilleur. Mais ce qui importe, je pense, vraiment de garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas seulement le pire, comme on l'a dit à une époque, il n'y a pas seulement le meilleur, comme on le pense aujourd'hui, mais il y a moyen de trouver, il y a tellement de choses qui sont produites qu'il y a vraiment, pour des simples raisons statistiques, il y a vraiment de quoi alimenter vraiment une connaissance et une volonté de partage de valeurs tout à fait positive, ne serait-ce qu'à partir d'une partie. Donc on parlait de cette immensité avec laquelle est confronté l'observatoire étranger. Moi j'en suis venu à penser qu'en faisant un peu confiance effectivement à l'écrémage des observateurs japonais, il y a moyen effectivement de se focaliser sur les travaux qui sont importants et de laisser de côté les choses qui méritent moins l'attention. C'est pas forcément un problème, sauf si on se donne comme objectif en soi de viser à l'exhaustivité, c'est une autre histoire, mais il y a largement de quoi effectivement faire son miel, trouver des productions importantes, des titres et des œuvres qui méritent l'attention
au fil du temps, je veux dire de manière continue, c'est pas du tout un problème. Et on peut aussi tout à fait, bien sûr, pointer par ailleurs, de manière critique, les problèmes qui existent dans cette production. On aura pu en parler par rapport à Tiger Mask, mais aussi à des séries comme Ken le survivant, qui est aussi adapté de bande dessinée pour le jeune public au Japon. C'est assez étonnant de voir ça. C'est pas du tout une production adulte, hein, c'est un dessin animé à succès tiré de la grande revue hebdomadaire qui vendait 6 millions d'exemplaires à une époque. 6 millions d'exemplaires par semaine, vous voyez, parce que ça représente un tirage. Bref. Voilà. Merci. J'ai une question, Oui. juste Bien sûr. est-ce qu'au Japon, il existe des gens qui, comme vous, qui font un travail qui étudient un peu cette production? Bien sûr, oui, il y a un travail de recherche, alors qui a longtemps été un petit peu solitaire, disons, des individus qui faisaient ça sur leur temps libre, etc., mais qui ont jeté les bases effectivement d'une approche. Aujourd'hui, il y a des sociétés savantes, il y a donc une société pour les études en animation qui a été fondée en 99, une société pour les études en bande dessinée qui a été fondée en 2000-2002, je ne sais plus. Et donc, il y a dans les universités, il y a des chercheurs qui s'intéressent maintenant dans différentes approches. C'est vrai, pour la bande dessinée, c'est beaucoup d'approches formelles, un peu de psychologie. Pour le dessin animé, il y a aussi beaucoup de psychologie, c'est la psychologie de la perception du mouvement, par exemple. Il y a des études qui sont des études sur l'industrie, sur les conditions de travail. Bref, c'est un peu tous les thèmes. C'est encore des domaines qui sont en devenir, bien sûr, mais la création de la société, Society for Animation Studies, donc la SAS, la Société internationale pour les études d'animation, a eu une incidence sur la création d'un équivalent national au Japon à la fin des années 90. Oui. Ça, c'est un lupin, donc c'est un héritier dénaturé de notre ancien lupin national qui, dans les années 60, à partir de 67, paru donc une revue qui s'appelle Manga Action, qui est un peu destiné à un public adulte, met en scène les aventures de ce cambrioleur donc, japonais, qui est le petit-fils d'Arsène Lupin. Vous en connaissez peut-être la redéclinaison qu'on a fait Miyazaki avec son premier long-métrage, c'est le Château de Cagliostro, qui était une forme de rédemption d'un héritier dénaturé. Lupin 3, c'est vraiment le fils indigne, enfin le petit-fils indigne d'Arsène Lupin, vraiment qui a la gouaille, vous voyez, le côté un peu, le graphisme qui doit beaucoup aux dessinateurs du magazine Mal, etc., avec un nihilisme, une forme de... et Miyazaki remet dans ce personnage-là le côté chevaleresque, l'autre visage de Arsène Lupin originel. Voilà. Donc il y a toutes ces explorations-là, bref. Ça c'est un des titres importants qui a créé l'anime boom, donc le Croiseur spatial Yamato, qui a été décliné aussi en bande dessinée. C'est pas une adaptation de bande dessinée, mais qui a été adaptée en bande dessinée en parallèle, c'est une autre histoire, il y a des médiamix, etc. Les histoires de robots géants, ça vous connaissez, c'est pareil, c'est tiré de... Il y a aussi une bande dessinée qui est produite en parallèle, voilà, Goldorak. Ça c'est Lupin encore, c'est Cagliostro, Candy, on y revient. Ça c'est d'autres bandes dessinées de Gianni Coccier, donc qui a été adapté en long métrage par Taklata et en 2 séries par la suite, qui a fait test, voilà. Ça c'est les passages de la bande dessinée pour lequel Taklata a voulu essayer de coller vraiment à la bande dessinée avec ses poses incroyables. Avec ses marches, ses angles incroyables aussi, là. Voilà. Avec ses poses incroyables aussi, qui, à la manière de Will Eisner, sont tout aussi ironiques. C'est l'impression qu'il court, il n'aura jamais le bras et la jambe du même côté, vous voyez. C'est forcément croisé. Mais ça donne quelque chose. Voilà. Ouais, ça, c'est une image qui leur a servi à explorer un peu l'état de maturité. C'est tiré de la bande dessinée, là aussi. Voilà, l'adaptation animée. C'est un joli film, vraiment, sur la résidence enfantine. Voilà, donc encore une autre quand l'animation essaie de se mettre au service de la bande dessinée, pour essayer vraiment de coller au plus près des enjeux de l'œuvre originale. Les brochettes, le duel des chats, etc. Ici, à la fin du film, on le retrouve ça. Voilà, bref. Merci beaucoup. Merci beaucoup.